Mesdames, Messieurs, nous sommes le dimanche 27 janvier 2019 ici en région parisienne. Pour info, je vous informe qu'il n'y aura pas de démocratie en Afrique centrale d'ici à 2030. Et pourquoi? C'est à prendre ou à laisser. Le choix soit d'une dictature ou d'une démocratie. Démocratie égale condensation, pseudo-démocratie plus dictature. En réalité, nous allons vivre des arrangements. Des arrangements entre une dictature agonisante et une démocratie qui pourra certainement prendre le contrôle de ces dictatures. Et donc, le cas de la République démocratique du Congo est un cas d'école. Nous sommes passés de la dictature de Joseph Kabila, nous allons rentrer dans la démocratie de Félix Tshisekedi. Le problème que pose aujourd'hui ces démocraties qui vont certainement s'amplifier en Afrique centrale, à partir des éléments que je vais vous détailler tout à l'heure, c'est que c'est des problèmes moraux quand même. On ne sait pas, quelqu'un qui a volé, qui a pillé tout le système économique du pays, et il va se trouver en liberté comme ça parce qu'à cause des arrangements. Le problème est moral, mais aussi, oui, de justice aussi. Donc c'est une façon d'arranger les punités. Donc c'est ça. Mais ce n'est pas tout. Le problème des arrangements de ces démocratures, c'est surtout les crimes contre l'humanité. Les crimes de sang et de masse et les crimes contre l'humanité sont imprescriptibles. Mais pendant cette démocratie, bien sûr que les criminels seront toujours en liberté puisqu'il y a eu des arrangements. Et ce qui pose problème, que moi aller travailler dans un environnement ou un écosystème, ou un milieu où il y a des criminels qui rôdent là, quoique, qui pactisent avec un criminel est pire que lui. Donc il se pose le problème de ces démocratures qui vont certainement passer parce que pourquoi nous allons arriver à la prolifération de ces démocratures? Parce qu'on ne peut vivre une démocratie que là où il y a un peuple. Bon, le problème, c'est que les peuples de ce bassin du Congo d'Afrique centrale ont tout renoncé à leur pouvoir de peuple. Par conséquent, le pouvoir devient du côté des officines politiques qui ils sont inféodés à la dictature. Et parfois, il y a des rapports de force qui sont souvent liés à des conflits d'intérêts par des réseaux, et d'autres aussi pour des problèmes ethnocentriques. N'oublions pas aussi les enjeux majeurs des grandes puissances. Donc, on dit, pour la paix, pour éviter que les gens meurent et autres, donc on fait cet arrangement, on passe à la démocratie. Et vous voyez les conséquences sont là. Parce que c'est un problème moral. Parce qu'il y a des criminels, il y a des voleurs, tous sont là, encore là. Ils ne vont pas partir parce qu'il y a eu des accords majeurs. Donc la démocratie devient l'enjeu de ces accords majeurs entre les dictatures agonisantes ou avariées et souvent criminogènes et qui cherchent à reclasser ou tout ce qu'on peut dire sur leur passif. Et donc ça pose bien des problèmes à la société. Mesdames, Messieurs, pour alerter et éveiller votre conscience, je vais commencer par vous donner les statistiques des régimes politiques existants au monde. Et enfin, en Afrique centrale. Mesdames, Messieurs, c'est près de 50% de chefs d'État et de gouvernement du monde qui sont des régimes politiques de fait et non de droit. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas eu la majorité du suffrage universel. Certains sont arrivés là grâce à des hold-up électoraux, donc à la tricherie électorale, par le rapport de force et des arrangements. Et souvent, c'est les démocratures. Ces régimes deviennent des démocratures.
Et d'autres sont arrivés là parce qu'ils ont été autoproclamés suite à des insurrections, soit ou à des insurrections populaires ou à des coups d'État politiques ou militaires. Donc 50% des régimes politiques qui sont ou les chefs d'État que vous voyez dans le monde, la moitié, ce sont des présidents de fait, ils ne sont pas de droit. Ils ne représentent pas les suffrages universels. Ces régimes de fait sont soit des dictatures ou des démocratures. Condensation, pseudo-démocratie plus dictature. Bon, au niveau des dictatures, vous connaissez qu'il y a certaines dictatures qui sont liberticides ou antidémocratiques, antisociales, criminogènes, et voire d'appropriation de leur pays comme les propriétés privées. Et souvent, c'est en Afrique, mesdames et messieurs. Bon, des dictatures que nous connaissons, plus ou moins liberticides, plus ou moins antisociales, plus ou moins criminogènes, confiscatoires, je vous l'ai dit. Mesdames et messieurs, à l'échelle de l'Afrique centrale, ces régimes politiques de fait et qui sont à caractère dictatorial et avec l'arrivée actuellement des démocratures, je pense que les régimes-là représentent 100% des régimes en Afrique centrale. Vous voyez, toute l'Afrique centrale, presque 100% de démocratures et des dictatures. Donc, il n'y a rien à faire. Il n'y a pas de démocratie en Afrique centrale. Retenez bien. Afrique équatoriale. Mesdames et messieurs, je vous informe aussi que c'est près de 40% des régimes politiques dans le monde qui sont des démocraties. Mais c'est des chefs d'État de droit, c'est-à-dire qu'ils ont été élus par le souverain peuple. Le problème de ces démocraties actuelles du monde, les 40%, c'est que 2 tiers d'entre eux sont à révisiter ou à repenser parce qu'elles sont aussi comme les dictatures et les démocratures, les soucis du peuple. Mesdames et messieurs, en effet, dans le monde, enfin, dans le monde, nous avons aussi 10% de monarchies, royautés et principautés. Mesdames et messieurs, pourquoi nous n'aurons aucune chance de vivre des démocraties en Afrique centrale d'ici 2030 et plus? Parce que d'abord, par définition, la démocratie, c'est le pouvoir au peuple. Or, pour qu'il y ait une démocratie, il faut un peuple, des institutions comme garant de la démocratie. Or, nous, en Afrique centrale, on n'a pas de peuple. On est une mosaïque. Ce sont des mosaïques de tribus bantous, plus ou moins intelligents, peu structurés, moins organisés, et le pire de ces tribus bantous d'Afrique centrale, c'est que ces tribus ne sont pas courageux. C'est des lâches et des peureux heureux. Et souvent traités comme des esclaves malheureux. Mesdames, Messieurs, nous n'avons pas de peuple en Afrique centrale. Or, le peuple est le socle même de la démocratie. Mesdames, Messieurs, par exemple, en Occident, c'est le cas de ces peuples intelligents, structurés, organisés et courageux. Il arrive une situation injuste, ils s'indignent, se structurent, s'organisent et passent à l'attaque. Et souvent, sans ordre venus d'en haut, c'est-à-dire des hommes politiques, ou même des syndicats et autres. Ce peuple ne se laisse jamais faire. Il ne lâche rien. Ces peuples sont toujours dans l'attaque et dans l'anticipation, malgré les conditions de vie déjà meilleures comparées aux pays du tiers-monde. Bon, quand les libertés fondamentales sont bafouées, où il y a des problèmes de droits fondamentaux, sont en danger, ils attaquent jusqu'à mettre en état de nuire les responsables politiques mis en cause et peut aller même plus loin, c'est-à-dire jusqu'à réformer,
à restructurer les institutions. Et c'est en permanence ici, en Occident. Ça, c'est depuis déjà l'Empire grec, 300 ans avant Jésus-Christ, quand on parlait de la citoyenneté, ici en Occident. 300 ans avant Jésus-Christ, l'Empire grec, la citoyenneté, en passant par l'Empire romain, du 1er siècle au 2e siècle après Jésus-Christ. N'oublions pas l'Antiquité, 1er siècle au 9e siècle, le Moyen-Âge du 9e au 14e siècle, la Renaissance du 15e au 17e siècle, puis le siècle de lumière, le 18e siècle, et le 19e siècle, le 20e siècle, aujourd'hui au 21e siècle. C'est une histoire qui est longue, ça a toujours bougé comme ça dans le temps. Donc on peut voir des différentes étapes et comment a évolué l'esprit de la lutte contre l'injustice. Mesdames, Messieurs, oui, ici, l'esprit de la liberté, de la dignité, de la justice et du but même de la condition humaine est ancré quelque part dans... Elle est d'abord un état d'esprit et elle aussi dans leur ADN. Mesdames, Messieurs, ces peuples n'ont jamais renoncé à leurs droits et devoirs de peuple. Bien entendu que l'éducation et la transmission des valeurs y comptent aussi beaucoup. Bon, en effet, la transmission des valeurs intergénérationnelles, hein, oui, on transmet de manière intergénérationnelle des valeurs de liberté, de dignité, de justice, de courage, d'oser dire non et d'agir. La transmission des valeurs, du but même, comment repenser le but même de la condition humaine, le caractère sacré de la vie humaine, la condition sociale et voire existentielle. Mesdames et Messieurs, à la différence de ces peuples d'Occident, nous, peuples bantous d'Afrique noire, à l'échelle d'Afrique centrale, parlons du Gabon, de la Guinée équatoriale, du Cameroun, du Tchad, de la Centrafrique, du Sud-Soudan, du Rwanda, du Burundi, du Rwanda, oui, bien sûr, du Burundi, Soudan et du Congo, Angola, etc. Nous sommes des mosaïques de tribus, chacune avec des intérêts particuliers et partisans. C'est près de 90% des officines politiques qui sont à caractère soit tribal ou ethnocentrique compact. Et c'est des tribus souvent prédisposées, c'est-à-dire c'est dans le sang. Nous sommes quelque part prédisposés à la soumission. Tika, tika, laisse tomber mon frère, laisse tomber, sois sage, ça, ceci. Donc, quelque part, ça désactive l'expression de certains jeunes, liés au courage d'attitude, à la liberté d'attitude. Mesdames, Messieurs, ce sont des tribus souvent entraînées et conditionnées d'ailleurs à la soumission, parfois à l'abandon. Donc, nous avions pu observer ce cas au cours de ces 30 dernières années déjà. Bon, il est arrivé plusieurs situations d'injustice à l'échelle de l'Afrique centrale. Même l'injustice électorale de ces dernières années. Mais ce qui pourrait être ici pour le peuple d'Europe ou d'Occident, européen ou nord-américain, nous ne voyons pas parfois en Asie. Il y a des situations parfois intolérables, insupportables, inadmissibles. Mais pour nous, parfois, c'est normal. Et donc, chez nous, bon, ben, souvent, on s'indigne. Et puis, on abandonne quoi. On attend que Dieu vienne vous aider. Ou un sauveur. Mesdames et messieurs, en Afrique centrale, plusieurs tribus où les intellectuels, surtout les cadres civils, politiques et militaires, instrumentalisent souvent ce qu'on appelle le tribalisme. Il devient politique. Parce qu'ils ont tendance à ramener dans leur cabinet toute l'administration, les membres représentants de sa tribu. Parfois, ça pose problème, parce que c'est problème de compétences aussi. Donc, maintenant, additionnons au niveau politique, c'est encore plus dangereux. On peut immobiliser, face à l'injustice, on peut immobiliser toute une grande partie de la population parce que
le soi-disant représentant politique de cette tribu a reçu le pécule ou le magot, il a été corrompu et autres. Et donc il dit, ah, laissez tomber, on va régler ça après. Calmez-vous et on verra ça après. Et ils sont là comme des enfants. Notre problème, c'est que nous, à cette échelle de l'Afrique centrale, on ne pourra pas vivre les démocraties parce que nous n'avons pas encore franchi plusieurs barrières, qui sont d'abord les barrières de la raison. Oui, on est responsable, on sait que j'ai une fonction, mon âme et conscience, il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné, je démissionne, je laisse aux autres continuer, ou je suis... Voilà, on peut tout comprendre, mais nous, c'est pas ça. Bien sûr que la politique, pour eux, c'est un métier. C'est une façon de s'élever au rang social. Et ça devient un souci. On ne vient pas pour servir, mais pour se servir. Et à chaque fois qu'il arrive à mélanger avec le tribalisme, et là, vous avez tout un bouillon de culture pour qui n'arrive que les dictatures ou les démocratures. Mesdames, Messieurs, la barrière de la raison. Parce qu'il n'y a rien de plus élevé que la raison, disait déjà Emmanuel Kant. Mais nous n'avions pas encore franchi ces barrières. Et même les grands philosophes du XVIIIe siècle disaient que le monde que nous vivons est un processus de notre pensée. Et donc nous devons élever l'individu capable de savoir juger par soi-même et pouvoir gérer soi-même son cerveau. Et j'ai ajouté par la suite que si vous laissez gérer votre cerveau par un dictateur, vous avez tout perdu. Si vous laissez gérer votre cerveau par quelqu'un d'autre qui n'est pas capable d'être à la hauteur de vos fonctions cognitives, vous avez tout perdu. Mesdames, Messieurs, les barrières des raisons posent problème en Afrique centrale. Les gens n'ont pas encore franchi les barrières des raisons. Et n'oublions pas l'esprit critique. Là, c'est le problème. Nous avions, depuis 2014 à peu près, c'est introduit maintenant dans les collèges et lycées ici en France, l'esprit critique. Pourquoi? Parce que la critique exige l'intelligence et l'éveil de conscience. Celui ou celle qui n'accepte pas la critique n'avancera jamais. Mais nous, dès qu'on critique, ça y est, vous devenez ennemi. Il peut parler naturellement et après, quand il a un pouvoir, et là, c'est les embrouilles assurées. Donc, on est là pour la soustraction des talents et qui s'opposent ou critiquent de manière contradictoire et autres. Mais nous, c'est le problème. C'est le problème. Alors que la critique devait être là au service de l'intérêt général. C'est-à-dire, il faut des gens qui sont là pour contredire, pour vous dire. Ici, quand vous critiquez, on sait que voilà, ça c'est les gens intelligents, les gens bien parfois structurés et autres. Dès qu'ils ont un pouvoir, dès qu'ils ont quelque chose, ils vous invitent pour venir un talent. Mais nous, on l'invite pour le déclasser ou même l'assassiner et autres. Et ça ne s'arrête pas, ça n'a jamais arrêté. Regardez dans tous les régimes, ce n'est pas que l'Afrique centrale. Regardez tous les régimes politiques qui se sont passés, même des dictatures et autres. Mais regardez tous les vrais talents, les grands talents d'Afrique, ils ne vont pas. Parce qu'ils servent la nature de ces régimes. Parce qu'il ne faut pas aller dans un régime politique, vous ne connaissez pas le contenu de ce pouvoir. C'est-à-dire, les officines de ce pouvoir. Quand vous voyez les officines, on sait que là-bas, il y a des grands procès, il y a des hommes qui respectent la dignité humaine, il y a des gens qui sont bien, et autres. Vous pouvez aller dans ces régimes. Mais quand un régime est fou, et autres, il ne faut pas aller dans ces milieux-là. Et donc, ça pose bien des soucis pour que cette matière grise qui est partout dans le monde vienne en Afrique, dans ces pays. Mais bien sûr que, avec la montée en puissance de ces démocratures, donc, et de ces arrangements, nous aurons bien des soucis pour que ces talents viennent malgré la volonté du régime, mais du point de vue de justice, des règles communes et autres, mais déjà les principes, c'est pas possible. Donc les gens qui disent non, moi non, je ne peux pas aller travailler avec des gens là quand les gens là sont là, c'est pas possible. C'est un problème de conscience. On peut tout fuir sauf sa conscience. Mesdames, Messieurs, l'esprit critique pose bien des soucis en Afrique centrale. Et tous les crimes de sang, de masse et de génocide et autres qui sont passés sont en lien toujours avec l'esprit critique. On ne peut pas critiquer. On critique, c'est ça. Et donc, alors qu'ici, dès que vous critiquez, on vous valorise. On vous élève au rang haut pour que l'esprit de la pensée et autres que vous apportez en valeur ajoutée et puisse faire ce que nous interprétons à l'échelon macroéconomique comme le progrès social, le développement social, la productivité, la croissance économique et tout compagnie. Mesdames, Messieurs, oui, la dernière barrière que nous n'avons pas franchie, c'est la tribu, ça c'est sûr. Le tribalisme politique règne en maître. Et donc,
Il est d'abord électoral parce que la plupart des tribus qui ont les majorités compactes, sinon qui sont compactes, quand il y a soi-disant démocratie, ils passent, ils sont élus. Donc les gens ne regardent pas le courant de pensée. Et je dis, ça y est, il est de chez nous, il parle ma langue, il est ma tribu, quel que soit son niveau, sa conscience ou ses courants de pensée, ou pas, bonne ou mauvaise, ou tout ce qui est mauvais, et oui, il est de chez nous, on y va. Donc, dans ces conditions, avec ces peuples-là, on ne peut pas construire une démocratie avec ce genre de peuple qui est déjà prédisposé à la soumission, puis est entraîné et conditionné à, à ce genre de comportement. Et bien sûr que les intellectuels, cadres civils, politiques et militaires, instrumentalisent, ils subtilisent ça pour leurs propres intérêts, les ambitions personnelles. Et donc ça pose bien des soucis. Et donc ça crée souvent des climats de méfiance entre les acteurs politiques et des défiances entre eux aussi. C'est-à-dire, on s'évite, malgré les apparences. On ne sait pas les agendas cachés des uns et des autres. On ne sait pas. Donc, c'est un bouillon de culture, quelque part, antidémocratique. Mesdames, Messieurs, oui, la barrière de la tribu. Regardez toutes euh, les instances politiques d'Afrique, en Afrique centrale. Vous allez voir, tout le régime actuel, c'est toujours d'appartenance à une région dont est issu le régime, le président, moi j'appelle dictateur, bon, on ne sait pas, bon, bref. Donc, la barrière de la raison n'est pas encore franchie, la barrière de l'esprit critique et enfin de la tribu. Et le tribalisme en Afrique est plus dangereux que le racisme ici en Occident. Bien sûr que le racisme est légiféré. Il faut qu'un blanc fait du mal à un noir et là ça crée un baisse mondial. Mais là-bas en Afrique, le tribalisme c'est encore plus dangereux. Il est maintenant sur tous les plans en fonction des événements politiques. Il y a des tribus qui ne souhaitent plus se marier, même à mot haute, à cause des problèmes politiques. Et donc, vous imaginez ça, vous allez construire une démocratie où la démocratie, c'est pour un peuple. Et là, ça pose bien de problèmes. Mesdames, Messieurs, vous savez qu'en Occident, critiquer, quand vous critiquez, on fait comme dans les opérations des mathématiques. On additionne et on multiplie les talents. Mais nous, on fait le sens contraire. On soustrait les talents et on les divise. Et ça pose problème. Et donc, la pensée brute est qu'ailleurs, bon, donc, comme je vous disais, que à la fin de la Seconde Guerre mondiale, les Américains, avant d'aller ouvrir les camps d'extermination des Juifs, la première chasse des Américains, c'était quoi? La matière grise, les savants allemands, tous ceux qui avaient la pensée. Parce qu'ils savent que le monde que nous vivons est un processus de notre pensée. Donc tout se passe au niveau de la matière grise. Donc ils ont fait la course entre les soviétiques et les Américains captaient la matière grise euh, allemande. Vous avez vu le V1, le V2, c'est le pionnier des satellites, des fusées qu'on envoie. C'est les Allemands qui ont fait là. Mais ils ont capté tout ça. La bombe atomique, dès 1940, quand on a commencé à mettre ces programmes, ce n'est pas le programme d'Albert Einstein, c'est un physicien. Il suffit d'avoir un physicien allemand. Pendant la guerre, il s'est réfugié aux États-Unis, devenu américain, et c'est l'un des pères de la bombe atomique. Et donc, vous connaissez l'impact de la matière grise que tu voulais laisser ailleurs. Vos pays ne pourront jamais avancer. Parce que, on ne voit pas parce qu'ils disent, ah, le régime a changé, on va comme ça. Non. Parce que c'est global. Nous voyons le développement comme on construit une route, une autoroute ou un building. Non. C'est tout un ensemble social, culturel et autres. Vous voyez comment vous vivez ici en Occident. Quand vous répartez en Afrique, regardez, c'est pas nous parce qu'on a construit une route, on a construit un autre. Non, c'est un ensemble structuré, doit être structuré. Il nous manque la structuration et l'organisation. Et donc, pour ça, il faut avoir l'état d'esprit. Mais comment avoir l'état d'esprit quand les gens n'ont pas le sens de l'intérêt général, le sens de vivre ensemble? Et quel est le problème? C'est le pouvoir et le pouvoir. Comme le pouvoir passe, le peuple demeure. Et donc, le peuple est en train de se reculer. Et ils sont là, ils passent. Donc, vous voyez ça, ça devient le problème de ça. Donc, la démocratie en Afrique, en tenant compte déjà de ces trois barrières, c'est impossible. Mesdames, Messieurs, traitons les cas par exemple en 2016 au Congo-Brazzaville, où un président élu,
Jean-Marie Michel Mokoko est en prison. Et donc, le dictateur a eu une idée géniale parce que on dit l'imagination et l'audace et l'imagination sont plus importants que l'intelligence ou le savoir. Donc, il est allé corrompre un monsieur qui a la majorité compacte de la région de Brazzaville. Il a immobilisé, pas d'insurrection, ils ont divisé et aujourd'hui on voit les conséquences où le pays est en train de se noyer. Et donc vous avez par exemple pu voir ces cas-là, sans que aucune alliance générale du peuple, le peuple peut dire non mais c'est pas possible, mon coco est élu, pourquoi tout le monde, on n'a rien fait, personne n'a bougé. On attend que les écuries, les officines, politico, tribales et autres, comme ils n'ont pas fait, ils sont dans leur conflit d'intérêts, les intérêts particuliers, les peuples là, voilà, on est noyés, ils attendent leur tour, mais ça va se répéter. On ne peut pas construire une démocratie dans ces conditions, c'est pas possible. C'est la boîte à traîtrise ou à préparer des coups d'État. Donc, dans ces conditions de ces peuples qui ne sont pas capables de défendre leurs droits et devoirs, oui, déjà, ce qui concerne la justice électorale, par exemple. Donc, il est sûr et certain qu'aller s'aventurer, aller faire une démocratie, c'est ça, on peut se retrouver comme au Congo, le cas de Pascal Lissouba, qui est parti d'une démocratie, s'est retrouvé en démocrature, et qui nous a ramené une dictature de Sassou Nguesso. Donc, les exemples ne manquent pas. Regardez au cas des opérations Mbata et Bakolo, en 2013-2014. Nous étions tous à Paris ici. Combien? Il y a eu combien? Dans toutes ces opérations-là, nous avons manifesté peut-être s'il y avait 300 personnes, il y avait 100 du Congo-Brazzaville et des 100 de la RDC. Combien d'opérations nous avons fait ici? Mais dans toute l'Afrique, est-ce qu'il y a eu des manifestations? Rien du tout. Mais quand il y a un bloc qui fait autre, et là, on a traité les Congolais de la RDC dans les conditions de dignité, nous avons vu ça, mais on dit non, c'est pas possible. En mon âme et conscience, c'est pas possible. Mais là-bas, c'était normal, même au Congo-Brazzaville, mais on rentre dans les amalgames et dans le avec des crises que vous connaissez après. Donc, la liberté, c'est un état d'esprit. La justice, c'est un état d'esprit. Bien sûr, l'éducation compte, mais ceux qui sont ici éduqués. Mais quand il y a des problèmes de justice en Afrique, comme ce s'est passé au cours de ces dernières années, combien sont-ils là dans les rues de Paris ou d'Europe? Il suffit que les Blancs lancent un mouvement et là, tous les Noirs viennent derrière. Mais pour vous-même, rien du tout. Donc, il y a un souci. Donc, il faut le dire que nous avions ce problème qui nous pose problème dans le cadre des conditions impossibles à construire une démocratie. Donc nous allons plus vers les démocratures par ça, parce que les peuples ont tout renoncé. Ils ne sont pas capables de défendre leur liberté, dignité et justice. Bien sûr que c'est des peuples instrumentalisés par les problèmes du tribalisme, mais également, ils se posent des problèmes d'éducation. Et donc, parfois, bon, la démocratie, bon, qu'est-ce que ça veut dire? Bon, ils ne comprennent pas. Mais c'est à cause de ces raisons précitées que je vous dis que, bon, déjà que nous allons vivre en Afrique centrale qui est des démocratures. Mais d'autres y arriveront directement sans arrangement, bien sûr. Mais ça sera tous des démocratures. Parce que déjà, bon, ceux qui ont la majorité ethnique, autres, ils seront élus. Ce sera que ça, parce que ce n'est pas des courants de pensée. Et d'autres qui sont élus ou pas, il y aura des amalgames, les négationnistes. Vous connaissez l'Africain, pour alimenter les débats du tribalisme, alimenter quand ça ne l'arrange pas, il n'a pas eu de responsabilité, et il vient alimenter les haines et autres. Donc c'est un bouillon de culture pathogène. Et comme la nature a horreur de vide, et tous ces enjeux majeurs qui sont là, il les divise, et à ce moment on arrive à des situations d'instabilité, parfois des coups d'État, parfois autres. Donc c'est un problème nous-mêmes de notre conscience. Est-ce que nous sommes capables? Quand quelqu'un travaille bien, mais pourquoi ne pas l'encourager? Pourquoi quand quelqu'un vous critique, pourquoi ne pas accepter que la critique est avancée? Donc ça ne va pas avancer. Bien entendu, ce n'est pas tous comme ça. Mais je dis en termes de proportion, dans cette sous-région d'Afrique, les proportions des gens qui ont dit souvent civilisés, je vous dis moins de 10%. Moins de 10%. Déjà au sein de ces régimes, quand vous êtes intelligent, l'intelligence est suspecte, la vertu haute, la jalousie est haute. Donc vous allez trouver dans une situation où vous ne pouvez pas avancer. C'est un environnement hostile. Mesdames, Messieurs, pour terminer, bon, je vous dis que nous devons repenser les problèmes déjà de nous-mêmes. Qui sommes-nous? Pourquoi nous sommes comme ça en tant que Noirs? Comme disait Ketia Mwanga dans son livre,
l'ennemi du noir, c'est le noir. L'ennemi de l'Africain, c'est l'Africain lui-même. Parce qu'il existe une certaine mentalité noire qui nuit gravement à l'évolution de ce continent africain. Donc, je viens de vous donner quelques informations que vous avez, par exemple, pu voir. Parce que le problème qui va se poser, ce n'est pas le problème des démocratures. Le problème qui va poser les démocratures qui vont arriver, c'est surtout des arrangements. Et si c'est des arrangements qui sont négatifs, alors là, ça devient un problème. Mais sinon, au niveau des les problèmes de tout régime politique qui sont arrivés, que ce soit dictature, démocrature ou autre, bon, on a des cas d'exemple, par exemple les monarchies arabes. Eh bien oui, c'est des dictatures et qui ont bien travaillé. La 5e République française, c'est une démocratie, mais qui nous pose des problèmes en Afrique, avec la France-Afrique, qui est en train de tirer vers le bas toute l'Afrique francophone, qui risque d'avoir une période de rupture où la France pourra tout perdre, parce que la période de rupture est proche. Et donc, parfois, les démocraties posent bien des soucis. Oui, donc, tout est affaire de volonté politique. Si vous avez des gens dans une dictature, ou même dans une démocrature, ou n'importe quel régime, il y a des dictateurs parfois humanistes. Il y a des dictateurs qui sont psychopathes, cyniques et autres. Le cas pour nous, le Congo-Brazzaville, Denis Sassou Nguesso. Bon. Il y a des démocraties qui sont aussi cyniques. Parfois, ceux qui viennent là, bien sûr que les démocraties ici sont à révisiter. Deux tiers des démocraties dans le monde sont à révisiter. Et d'où la contestation un peu partout dans le monde des démocraties. Mais combien de fois les démocratures et les dictatures? Mesdames, Messieurs, donc, je vous informe que nous allons vivre d'ici 2030 des situations de démocrature. C'est-à-dire condensation, pseudo-démocratie plus dictature. Soit par arrangement pour éviter qu'il y ait beaucoup de casse dans le peuple, parce que le régime dit, bon, ben, autre. Maintenant, le problème qui va se poser, comme je vous l'ai dit, c'est le problème des arrangements, du contenu de ces arrangements, des accords. S'il y a des voleurs, des criminels et autres, pourquoi? Attends, c'est quoi l'impunité? Donc la transmission par l'impunité. Donc les démocraties peuvent se poser le problème. Les démocraties, s'ils sont élus par des majorités ethno-scientifiques compactes, bon, qu'est-ce que ça peut faire? Mais il va toujours arriver des situations où ça devient un problème, et arrive toujours des coups d'État. Si une majorité est tribale qui est toujours là, et autres, d'où l'enjeu de repenser nos modes d'accession au pouvoir. Commençons d'abord, si nous ne repensons pas nos problèmes de tribalisme, donc nous ne pourrons pas aller plus loin. Donc ce problème-là va être posé par des démocraties indirectes, où le pouvoir sera autogéré depuis les gens tribales vers le haut. Ce que nous définissons comme, nous introduisons comme des conventions nationales. Et que nous sommes là, donc, au fur et à mesure de l'évolution de la situation, d'ici février-mars, nous allons développer ce concept de la convention nationale, où les présidents de la République en Afrique centrale deviendront, n'auront que des titres symboliques, élus au suffrage indirect, par des délégués venus de toutes les zones tribales, qui ont l'air délégués, ils sont souvent les maires, les députés provinciaux et les députés nationaux. Donc tous ces collèges-là vont former des délégués à la Convention nationale et pour aller élire les présidents de la République qui seront là qu'à titre symbolique sur projet de société avec des critères bien définis. Et puis, à côté, il y a le projet du Premier ministre qui aura ce projet, ces critères, et sur projet de société. Et donc, pour nous, par exemple, le cas du Congo, nous pensons à Congo-Brazzaville, bien sûr, nous pensons à des régimes de 7 ans non renouvelables. Par exemple, la convention congolaise de Brazzaville, qui sera mise en place, c'est-à-dire ça touche les maires de chaque tribu, venant de chaque tribu, les présidents des régions, qui vont être des régions semi-autonomes. Je connais les atouts de ma région. Je peux aller chercher des partenaires économiques un peu partout dans le monde et sont passés par Brazzaville. Et donc, ces régions-là seront semi-autonomes avec un cadre défini pour leur politique sociale, environnementale, et à cette échelle, on peut tout définir, tout est défini au niveau national. Et donc, additionné avec des députés nationaux. Vraiment, les cas je vais prendre une petite ville, pour ceux qui ne connaissent pas au Congo, bon, je vais prendre... bon,
Prenons par exemple Kinkala, c'est dans la région du Poul. Donc il y a un représentant du Kinkala qui sera le maire de la ville, un député de la région, de cette région du Poul, le Poul Malgo, et puis le député fédéral qui va au niveau national pour les politiques généraux du pays. Et il y a 3 personnes là. Donc si on multiplie dans toute la région, donc 3, 3, 3, 3, 3, 3, donc on va avoir une convention. Donc le Premier ministre vient à la convention nationale et qui, sur projet de société, et donc il va être élu. Les listes sont déjà là, traitées par la convention nationale. C'est toute une administration et qui va traiter ces problèmes-là. Donc il dit, il convoque la convention nationale. Et donc les gens arrivent là-bas, il y a les sessions ordinaires et les sessions extraordinaires. La session ordinaire, c'est lors de l'élection du président de la République, qui sera à titre symbolique, et du Premier ministre, qui va former son gouvernement et travailler. En relation, il sera en lien avec les députés nationaux ou fédéraux. Et les députés fédéraux nationaux qui vont avoir les liens avec les députés régionaux. Et donc, le Premier ministre, on aura des comptes à rendre à la Convention nationale. C'est-à-dire, si on voit qu'il y a un problème qui passe, par exemple, première année, à la 4e année ou 3e année, il y aura des motions de confiance, s'il a bien travaillé ou pas. S'il n'a pas bien travaillé, et à ce moment, on convoque un truc extraordinaire pour élire un nouveau Premier ministre. Et donc, c'est des trucs comme ça. Donc, on vient sur les projets des sociétés. Donc, la démocratie va se passer au niveau des zones tribales. Donc, vous, pour avoir les pouvoirs politiques au niveau national, il faut d'abord passer par votre région. C'est votre région qui va vous donner la légitimité, parce que la région, c'est votre tribu, où les groupements des TINO sont compacts. Donc vous allez voir les pouvoirs là pour venir au niveau national. Mais par contre, pour les affaires, business et activités, vous êtes libre dans votre pays. Mais politiquement, vous ne pouvez plus être au niveau national sans passer d'abord par la base. Depuis le maire ou la région pour qu'on vous donne, vous êtes un délégué. Chaque région a des quotas et on va définir ça. Et c'est un processus qui va être long. Et si nous l'introduisons d'ici 2020 et expérimentons ça, c'est au-delà de 2030, il pourra arriver des démocraties en Afrique centrale. Ce sera un processus. Donc le Congo-Brazzaville va être le moteur de ces mécanismes-là. Donc d'abord, commençons par une période de transition de 5 ans où nous allons repenser ça, ce cadre-là, pour que ça donne des idées à toute la sous-région, pour que nous évitions ce tribalisme qui tue, qui nous déclasse, qui nous apporte que les dictateurs et les dictatures et autres ne sont rien du tout. Donc nous devons trouver comment rendre le pouvoir là au niveau des régions tribales. Parce qu'il ne faut pas mélanger. Nous n'avons pas les mêmes états d'esprit que ce que les autres ont eu depuis les périodes précitées, depuis la citoyenneté grecque, 300 ans avant Jésus-Christ, en passant par le siècle des Lumières, au XVIIIe siècle, et le XXe siècle, nous, la colonisation, c'était d'abord l'esclavage, la colonisation, on vient de découvrir, maintenant les néocolonialistes qui ont été tenus par nous-mêmes. Donc nous devons repenser nos modes de pensée. Donc, je terminais pour vous dire que nous devons repenser nos modes d'organisation politique. Parce que nos modes d'organisation politique ont été calqués sur le modèle occidental. Et que nous n'avons pas les mêmes états d'esprit, la même pensée, déjà politique, et nous n'avons que des sens de la tribu. En réalité, nous sommes des êtres sociaux, mais il faut apporter ces social à l'échelle tribale. Et donc, si vous avez des sens d'intérêt général, d'intérêt autre, donc, pour arriver au niveau national, vous aurez fourni d'efforts, les meilleurs de chaque région. Et Venda, on va voir, ah tiens, la région là-bas, ils bossent. Hein. Par exemple, au RDC, on va dire, ah oui, ah tiens, les Balouba bossent, hein, ou les Swahili, ou les Bakongo, les Congo, de chaque région. Au Congo-Brazzaville, pareil. Donc on peut vraiment faire avec diversité parce que nous avons la moitié des tribus du continent. Le bassin du Congo, l'Afrique centrale, l'Afrique équatoriale, regroupe la moitié des tribus d'Afrique sur 2500 tribus. Nous avions la moitié. Et ça pose problème. Parce que chaque tribu va avoir son président, va avoir un homme politique. Oui, mais bien sûr, voilà. Le problème, c'est le pouvoir. Donc, on vous donne le pouvoir à l'échelle régionale. Et vous pouvez aller chercher. Chaque région du bassin du Congo est riche. Et donc, pour avoir une diversité des régions ou des provinces où l'État
national ou fédéral au-dessus donnera des politiques générales, économiques, environnementales, éducation et autres. Il faudra définir la répartition, il faudra mettre en place la répartition des compétences. Qui va construire les autoroutes, qui va construire les universités, qui va construire les hôpitaux, Donc on peut tout faire. Et la répartition aussi des ressources, que ce soit humaines ou même fiscales, ou même naturelles. Donc, et quelles sont les ressources stratégiques par rapport à l'équilibre du pays. Donc, comment mettre des politiques hautes. On a les idées, on a les idées, on a les idées. Et on arrive. Mesdames, Messieurs, je vous remercie.